Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben on y est, PSG Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Un choc XXL avec beaucoup d'histoire autour de ce match. Déjà il y a les retrouvailles de Kylian Mbappé avec le PSG. Ensuite il y a la rivalité entre les deux présidents, Nasser El Khelaifi et Florentino Pérez qui se détestent. Et on peut aussi rajouter que c'est un duel entre les deux derniers champions d'Europe. Tu l'as compris, il y a énormément de choses à dire, alors installe-toi bien et on démarre tout de suite avec le contexte du match. C'est parti. C'est dans l'ouest de New York, au MetLife Stadium, que se jouera ce mercredi 9 juillet l'une des affiches les plus attendues de cette Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Au-delà du prestige lié à une victoire dans cette nouvelle compétition, un enjeu économique de taille plane sur cette demi-finale. Le vainqueur empochera 26 millions d'euros et se rapprochera du jackpot ultime, les 34 millions d'euros promis aux futurs champions du tournoi. Même si cette compétition ne fait pas l'unanimité auprès des fans de foot, surtout en Europe, il faut dire les choses comme elles sont. Avec autant d'argent en jeu, les joueurs vont tout donner, et ça peut nous offrir un spectacle très intéressant. Parlons maintenant du parcours des deux équipes. Pour le Paris Saint-Germain, ce début de compétition a été à la hauteur de son nouveau statut de champion d'Europe, avec une démonstration et une victoire 4-0 face à un Atlético complètement dépassé dans toutes les phases de jeu. Mais lors du deuxième match de phase de poule, les Parisiens se sont fait surprendre face au club brésilien de Botafogo. Ils concèdent une courte défaite 1-0. Heureusement, ils ont rapidement rectifié le tir dans le troisième match en dominant les Seattle Sounders 2-0. Une victoire importante qui leur permet de terminer premier du groupe B juste devant Botafogo. Grâce à cette première place, Paris hérite de l'Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale. Un match très attendu au vu de l'histoire compliquée entre Messi et le club parisien. Mais sur le terrain, il n'y a aucun suspense. Le PSG s'impose largement 4-0. Puis vient le quart de finale, le premier gros test, le Bayern Munich. Un choc disputé entre deux grands clubs européens, mais remporté avec maîtrise par les Parisiens. 2-0. Une victoire d'autant plus remarquable que le PSG a terminé le match à 9 contre 11 après 2 expulsions. Passons maintenant au Real Madrid. Du côté du Real, l'entrée en lice dans ce mondial des clubs a été bien moins convaincante que celle du Paris Saint-Germain. Pour leur premier match, les merengues ont été tenus en échec 1 but partout par le club saoudien d'Al Hilal, alors qu'ils partaient largement favoris. Mais les hommes de Xabi Alonso ont réagi dès le deuxième match, avec une victoire 3-1 face aux Mexicains de Pachuca, puis ont déroulé contre Salzbourg lors du dernier match de groupe avec une victoire 3-0. Ces deux succès consécutifs ont permis au Real de terminer premier de leur groupe avec 7 points, juste devant Al Hilal. En huitième de finale, c'était un choc aux allures de Ligue des Champions, un duel de prestige contre la Juve. Et malgré une opposition serrée, les Madrilènes s'en sont sortis grâce à une courte victoire 1-0, grâce à un but du jeune Gonzalo Garcia, véritable révélation du Real dans cette compétition. Puis en quart de finale, nouveau duel face à un club européen, cette fois-ci c'est le Borussia Dortmund. Ce match se finira sur un score de 3-2 pour le Real, un score qui peut paraître serré, mais dans le contenu, les Madrilènes ont dominé la rencontre de bout en bout. Résultat, le Real Madrid file en demi-finale pour affronter celui que beaucoup considèrent comme le grand favori de ce tournoi, le Paris Saint-Germain. Maintenant qu'on a passé en revue le parcours des deux équipes, il est temps de parler de l'histoire qu'il y a entre ces deux clubs, parce que oui, entre le PSG et le Real, il y a un vrai historique de confrontation marquante. Ici, tu peux voir les 13 dernières confrontations entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, et sur ces 13 matchs, Paris en a remporté 4, le Real 7, et il y a eu 2 matchs nuls. Et dans ces duels, il y a eu des matchs qui resteront gravés à jamais dans l'histoire de ces clubs. Par exemple, le 18 mars 93, en quart de finale de Coupe de l'UEFA, après une défaite 3-1 au match aller au Bernabéu, le PSG renverse la situation en gagnant 4-1 au match retour, un match légendaire conclu par le coup de tête d'Antoine Comboiré qui qualifie les Parisiens pour la demi-finale. Et puis récemment, on pense forcément à cette fameuse remontada du Real en 2022. Le PSG menait 1-0 au Bernabéu en 8e de finale retour de Ligue des Champions, mais en seulement 18 minutes, Karim Benzema inscrit un triplé et envoie le Real en quart de finale. Ce fut un cauchemar pour les Parisiens, qui laissera un profond traumatisme dans l'histoire du club. Vous l'avez compris, l'histoire qui unit le Paris Saint-Germain et le Real Madrid est chargée d'émotions et de confrontations mémorables. Allez, maintenant que tu sais tout sur le contexte de cette demi-finale, on va maintenant passer à la deuxième partie et regarder ce qui se passe sur le terrain. Côté PSG, voici le 11 probable pour cette demi-finale. En rouge, j'ai indiqué quelques incertitudes.
En attaque par exemple, j'ai placé le nom de Dembélé juste en dessous de celui de Barcola, parce que Dembélé est de retour, il a l'air affûté comme on l'a vu contre le Bayern. Il y a donc de fortes chances qu'il retrouve une place de titulaire en pointe à la place de Barcola. Et en défense, avec les suspensions de Pacho et d'Hernandez, Beraldo devrait logiquement occuper le poste de défenseur axial gauche. Et pour le reste, pas de surprise. Luis Enrique a trouvé son équipe type depuis plusieurs mois, et ce n'est clairement pas maintenant qu'il va tenter des changements. Du côté du Real, je me suis basé sur la feuille de match officielle publiée par la FIFA lors du quart de finale face à Dortmund. Sur le papier, c'est un 3-4-3 qui est annoncé, mais tu le verras un peu plus tard. Dans le jeu, c'est un peu plus nuancé. J'ai plutôt vu une défense à 4 contre Dortmund. On y reviendra. Sur cette compo, 2 noms apparaissent en rouge. D'abord Mbappé. Je pense qu'il sera titulaire face au PSG. Tout comme Dembélé, il revient bien physiquement et il a l'air affûté. Et je pense que c'est le bon moment pour le relancer dans le 11 de départ, surtout face à son ancien club où il ne risque pas de manquer de motivation. Maintenant, le doute que j'ai, c'est sur le nom du joueur qu'il va remplacer. Si Xabi Alonso respecte les statuts des joueurs dans le vestiaire, Mbappé devrait prendre la place de Gonzalo Garcia en pointe. Par contre, s'il raisonne en méritocratie pure, pour moi, Gonzalo Garcia ne doit pas sortir du 11 de départ. C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe depuis le début de ce mondial. Et pour moi, si un joueur doit sortir de l'équipe, c'est Vinicius, qui est décevant depuis le début de la compétition. Mais bon, honnêtement, je serais surpris que Xabi Alonso ait les cojones de sortir Vinicius de ce 11. Donc si je dois me mouiller, je vois bien Mbappé démarrer à la place de Gonzalo Garcia. Toi, tu vois qui en attaque ? Déjà, est-ce que tu vois Mbappé titulaire ? Et si oui, à la place de qui ? Gonzalo Garcia ou Vinicius ? Dis-moi ça dans les commentaires. Et en défense, pas de suspense. Huysen est suspendu, donc c'est Asensio qui devrait logiquement le remplacer poste pour poste. Maintenant, on va faire un petit focus sur le dispositif tactique du Real. Alors, régulièrement, sur les compositions d'équipe d'avant-match, c'est souvent un dispositif en 3-4-3 qui est affiché. Mais en regardant le match contre Dortmund, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai plutôt vu une défense à 4. Du coup, je suis allé vérifier le positionnement moyen des joueurs du Real pendant les 5 matchs de ce mondial. Et regarde ça, ici on a le positionnement moyen des joueurs contre Al Hilal. Pour que ce soit plus clair visuellement, j'ai relié en rouge les joueurs qui composent la ligne défensive. Comme ça on repère tout de suite la structure de l'équipe. Donc sur cette image, on voit clairement une défense à 5, même si Raúl Asensio, ici avec le numéro 35, a un positionnement moyen bien plus bas que les 4 autres défenseurs. Mais il fait clairement partie de cette ligne défensive à 5. Contre Pachuca, cette fois-ci on distingue clairement une ligne défensive à 5, avec Asensio dans l'axe, Huysen en défenseur axial gauche et Tchouaméni en défenseur axial droit. Face à Salzbourg, même chose, on retrouve une défense à 5. Contre la Juve, c'est la même organisation, encore avec une défense à 5. À la différence que la ligne défensive est bien plus haute, on voit les pistons très hauts sur le terrain. Mais par contre, contre Dortmund, changement total. C'est une défense à 4 et le positionnement moyen des joueurs révèle plutôt un 4-4-2 en losange. Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il ne faut pas trop se fier au 3-4-3 affiché dans les compositions d'équipe d'avant-match. Xabi Alonso travaille énormément l'aspect tactique et donc du coup le positionnement moyen des joueurs peut changer d'un match à l'autre. Et d'ailleurs ce constat est le même pour le PSG. Sur le papier on voit souvent un dispositif en 4-3-3, mais en réalité Luis Enrique demande beaucoup de mouvements et de permutations entre les joueurs. Du coup, que ce soit Paris ou le Real, ces deux équipes ont des schémas tactiques très flexibles et du coup ça va dans le sens du football moderne où on demande beaucoup plus de course et de mobilité aux joueurs. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte du match, qu'on a vu les compos probables et les dispositifs tactiques, on passe maintenant à la troisième partie, les rapports de force. Grâce à quelques chiffres, on va essayer de mieux comprendre nos positions qui nous attendent. Alors, les statistiques que je vais te montrer sont à prendre avec des pincettes, puisque chaque équipe n'a disputé que 5 matchs dans ce mondial des clubs, mais malgré tout ça peut nous donner une petite tendance. Regardons ça. Sur ce tableau, on peut voir que le PSG possède la meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé sur leurs 5 matchs disputés. De son côté, la défense du Real a moins rassuré puisqu'elle a encaissé 4 buts en 5 matchs. Ces statistiques défensives sont d'autant plus intéressantes à observer quand on sait que pour cette demi-finale, le PSG comme le Real devront jouer sans leurs meilleurs défenseurs, Pacho et Huysen. L'une des clés de cette rencontre sera donc de voir laquelle de ces deux équipes parviendra à compenser au mieux ses absences capitales. Beraldo qui remplacera Pacho et Asensio qui remplacera Huysen auront donc un rôle déterminant dans cette demi-finale. D'autant plus que lorsqu'on analyse les statistiques offensives avec le nombre de buts marqués, on peut voir que le PSG a marqué 12 buts en 5 matchs et que le Real en a marqué 11. Ce sont donc deux équipes qui tournent à peu près à plus de 2 buts par match. On peut donc supposer que les défenses seront sollicitées. Au niveau de la possession, il y a également des stats très intéressantes à analyser. Comme tu peux le voir, le PSG possède la deuxième meilleure possession moyenne du tournoi avec 62%, tandis que le Real n'est que 8e de ce classement. Si on regarde uniquement ces chiffres, on peut s'attendre à voir Paris prendre le contrôle du jeu et dominer territorialement cette demi-finale.
mais ce Real version Xabi Alonso a des intentions bien plus offensives et proactives que celui de Carlo Ancelotti. Dans presque tous les matchs de ce mondial des clubs, j'ai senti une volonté de presser haut, de gêner la relance adverse et de récupérer le ballon rapidement. Alors oui, tout n'est pas encore parfait et c'est logique, l'équipe assimile une toute nouvelle philosophie de jeu qui est complètement différente de celle à laquelle les joueurs étaient habitués avec Carlo Ancelotti. Mais attention, je vois clairement des séquences où le Real aura des temps forts avec des grandes séquences de possession et de domination. Bon, on passe à la dernière partie, mes prédictions. Alors, je ne vais pas forcément te donner de vainqueur parce que je m'attends à un match très ouvert. Je pense que les absences de Pacho pour le PSG et Huysen pour le Real vont se faire ressentir. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait au minimum 3 ou 4 buts marqués dans ce match, et principalement des buts marqués en transition sur attaque rapide. Ce sont deux équipes qui vont jouer en bloc haut en phase de possession, et que ça soit côté Real ou côté PSG, ces deux équipes ont des attaquants très rapides, très forts en transition. Et du coup, c'est paradoxal, mais je pense que l'équipe qui aura la possession du ballon sera l'équipe qui sera le plus en danger. Donc pour résumer un peu, je vois deux choses. La première, c'est que je vois au minimum 3 ou 4 buts dans ce match. Je vois un match très ouvert. La deuxième, c'est que je vois essentiellement des buts marqués en transition, sur attaque rapide. Donc à mon avis, la possession ne sera pas forcément importante dans ce match. Mais voilà, je ne vais pas t'en dire plus. Je dirais quand même un léger avantage pour le PSG. Forcément, c'est la meilleure équipe du monde cette saison. Collectivement, ils sont rodés. Luis Enrique est là depuis 2 ans. Xabi Alonso, lui, vient d'arriver. Il met ses systèmes de jeu en place, etc. Donc oui, le PSG est légèrement favori dans cette demi-finale. Mais attention Real, il ne faut surtout pas les sous-estimer. Bon comme d'habitude, j'ai donné un avis très nuancé. J'évite de me mouiller parce que c'est vrai que dans le football, j'ai vu tellement de scénarios possibles que je m'attends à tout. Je m'attends à tout. Alors peut-être que toi, tu as plus de certitude que moi. Donc si c'est le cas, balance-moi ton score en commentaire. En tout cas, je vais terminer sur ça. Je pense qu'on a bien décortiqué cette demi-finale. Si tu aimais cette vidéo, n'oublie pas de liker. C'est super important pour le référencement de la chaîne. Ça l'aide à grandir. Et tu sais quoi? Je sortirai une vidéo dans quelques jours pour faire l'analyse de la finale. Donc tiens-toi prêt. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao! Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top